Et c'est parti donc pour la deuxième partie de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Franklin Pichard. Bonjour Franklin Pichard. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général de Kipling Finance. Après avoir fait un premier bilan macro dans la première partie de Smart Bourse, nous allons tenter de rentrer un peu plus dans le détail, dans la micro, dans les résultats d'entreprise justement à l'occasion de cette saison des résultats. Avant de regarder peut-être quelques valeurs qui ont publié aujourd'hui ou hier, quel est votre sentiment, Franklin Pichard, du contexte de marché dans lequel nous évoluons actuellement ? Eh bien, comme ça vient d'être dit, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a toutes sortes d'éléments qui militent en faveur de la prudence et de la réserve qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, les stratégistes et les économistes sont de plus en plus nombreux à considérer que la poursuite du rallye est compromise. N'oublions pas que le grand mouvement de hausse des marchés a démarré le 29 septembre. On a fait une pause les 15 derniers jours de décembre. Et puis le 2 janvier, on repartait. Et relayé à partir du 9 janvier à peu près par la saison des publications annuelles T4, etc. Donc, on en est à quel niveau aujourd'hui ? Ce soir, on aura Saint-Gobain après la clôture. Et le 2 mars, on finira la publication des valeurs du CAC 40 avec Veolia. Globalement, le bilan qu'on peut tirer de la situation à présent, c'est tout a été globalement bien mieux qu'attendu par les marchés et par les analystes. Il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a pas eu de gros gadins, il n'y a pas eu d'accident majeur. Et effectivement, on a plutôt été à chaque fois surpris agréablement de voir que les entreprises battaient le consensus des analystes. Et ça, en marge de tout ce qui vient d'être dit, du rôle des banquiers centraux dont on parle depuis des mois et des mois, on l'a vu à chaque fois, depuis 2022, et c'était encore le cas pour ce trimestre. On a eu un premier rallye entre le 14 juillet et le 16 août. C'était les publications du premier semestre, T2. On a eu un rallye entre le 13 octobre et le 13 décembre. C'était les publications du T3. Et on est dans la fin des publications du T4 annuel qui, elles, traduisent ces bons résultats. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a demain après. Donc ce que vous dites, c'est que le rallye qu'on a connu et qui est peut-être effectivement en train de se terminer, on ne le sait pas encore, est porté par la saison des publications des résultats. Oui, comme le disait Frédéric à l'instant, on avait un alignement des planètes qu'il imagine maintenant plutôt négatif, et je ne suis pas loin de partager son avis. Là, on avait un alignement des planètes qui était plutôt porteur. On avait les marchés qui ne croyaient pas, les banquiers centraux, qui considéraient que ce durcissement de la politique monétaire des banquiers centraux, Fed, BCE et autres, n'était pas sérieux et n'était pas en relation avec la situation. Là aussi, on a un changement de mentalité de la part des opérateurs de marché qui disent, mais finalement, est-ce que peut-être on ne va pas continuer à relever ces taux ? Ça a été évoqué un moment par Frédéric, il a parlé de 5,50 sur les taux américains. Même 5,50, on ne l'entend pas encore trop. Oui, bien sûr. Mais on parle d'au-dessus de 5, effectivement. Voilà, ouais. Mais on entendait 5,20, on entendait 5,30. Là, maintenant, on entend 5,50. Il a quand même dit qu'on n'irait pas à 6. On verra. Voilà, c'est un changement quand même de psychologie pour les opérateurs de marché, ceux qui travaillent plutôt sur de l'indiciel, des paniers et autres, pas les acheteurs fondamentaux dont on parlera tout à l'heure sur les publications de résultats, mais un changement de mentalité qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte ces éléments-là et d'être un petit peu plus méfiant sur l'issue des publications et ce qu'il faudra prendre en compte ensuite. Donc si je clôture ce que vous nous dites effectivement sur le contexte de marché actuel, après le 2 mars, donc fin des publications, en tout cas des entreprises du CAC 40 avec Veolia, oui. Qu'est-ce qu'on aura finalement à regarder ou à se mettre sous la dent pour alimenter la tendance ? C'est ça la question. Oui, c'est un peu ça. Alors, on parle avec beaucoup de gérants de valeurs mid-cap, de valeurs moyennes qui disent « mais ça y est, elles n'ont encore rien fait » parce que autant on a de la croissance certaine quasi embarqué sur nos fonds, sur les valeurs moyennes, mais le moment pour rentrer est peut-être pas encore maintenant, parce qu'il y a encore quelques flux vendeurs. D'accord. Et donc, les gérants continuent d'être obligés de nettoyer leur portefeuille à chaque fois qu'ils font face à des rachats sur les valeurs moyennes. Mais les fondamentaux... Les indices valeurs moyennes ne montrent pas pour le coup des progressions... Ils ne les montrent pas. Mais le potentiel est là.
Et en revanche, le flux vendeur n'est pas terminé. C'est peut-être là qu'il faudra regarder. Et sur l'année 2023, c'est certainement là qu'on aura des performances. Et puis n'oublions pas que le niveau du CAC à Paris, ces jours-ci, ou jeudi, comme vous l'évoquiez, comme quand on a atteint le plus haut historique, c'était l'objectif dépassé de la plupart des stratégistes pour l'ensemble de l'année 2023. Bien sûr, oui, bien sûr. Bon, alors, si on regarde un petit peu dans le détail les résultats d'entreprise, rien qu'aujourd'hui, on a eu 3 grandes valeurs de la cote qui ont publié leurs résultats, Bouygues, AXA et Essilor. Alors, la réaction des marchés n'a pas été la même si pour Essilor, globalement, on parle de résultats records, là encore aussi. Donc, on est quand même sur des résultats positifs des entreprises sur cette année 2022, une capacité à faire passer des hausses de prix si besoin et en tout cas pas de blocage vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement. Non, on a un des grands constats de ces publications, c'est la résilience des entreprises européennes. Les publications, on l'évoque là, les valeurs françaises dont on parle, mais plus globalement, finalement, tout le monde s'en est plutôt bien sorti, comme vous le disiez. Quand on regarde Stellantis a, malgré les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, sur la logistique, est parvenu à sortir de très bons résultats. Bien sûr. Pour 2023... Avec un résultat net record publié hier et Stellantis qui évoluait toujours parmi les plus fortes hausses du CAC 40 aujourd'hui. Oui, mais le marché s'y est pas trompé puisque depuis le début de l'année, le titre progresse de 26%. Maintenant, le titre avait corrigé fortement en 2022 avec des succès un petit peu divers selon les périodes de l'année. Et puis là, quand vous regardez les analystes et les analyses, on voit que les analystes sont très très confiants pour 2023, rehaussent leurs objectifs de cours. On est autour de 17 euros sur Stellantis. Et je vois des analystes, enfin des cabinets d'analyse, des brokers, qui rehaussent leur objectif de cours de 20 à 22 euros. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on voit Stellantis qui peut prendre encore 4% aujourd'hui, qui n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant-crise, et par conséquent, c'est un secteur sur lequel on peut s'appuyer en 2023, parce que les chaînes d'approvisionnement, les fameux composants électroniques, peuvent être remontés maintenant non plus sur le premium, c'est-à-dire qu'on avait vu déjà avec Renault, on avait eu sur Renault des baisses de chiffre d'affaires, mais des marges qui étaient maintenues parce qu'on ne fournissait pas les voitures de gamme moyenne et on gardait tout ce qui était rare pour les modèles premium sur lesquels on margeait. Donc là, on va pouvoir régler un petit peu tous ces problèmes, relancer l'ensemble des gammes, réduire les périodes et les temps de livraison et de commande des véhicules. On ne s'y est pas trompé quand on a vu également les publications de Plastic Omnium, de Faurecia, etc. Donc, voilà un secteur sur lequel, fondamentalement, on va avoir une recovery qui va se poursuivre en 2023, mais j'ai une double lecture, c'est-à-dire qu'on a des belles publications, on voit effectivement, vous avez évoqué AXA, c'est solide, c'est durable, on a vu là aussi des objectifs de cours de broker qui passent au-delà de 30 euros. Donc il y a un optimisme quand même. Il y a un optimisme, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'un professionnel des marchés comme nous, pour dire qu'il y a quand même un décalage, qu'à un moment, c'est pas parce que les résultats sont bons, c'est pas parce que les boîtes sont belles que le marché va continuer à monter. D'accord. Il y a un moment où on s'essouffle, il y a un moment où on a besoin de davantage d'éléments pour pouvoir accompagner un mouvement. Et un rallye qui a démarré le 29 septembre, qui a engrangé plus de 30% de performance sur ces niveaux-là, sur les plus bas, eh bien, il a besoin de souffler durablement avant de recréer un petit peu d'upside à la hausse. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un peu réuni les conditions, comme le disait Frédéric, on a un peu réuni les conditions pour que le marché se pose. On voit que depuis jeudi dernier, ça fait une semaine qu'il est posé et un peu en retrait par rapport à ses plus hauts. La correction n'est pas grave, je pense qu'on est de l'ordre de 1%, un petit peu plus de 1% au cours des 4 séances de correction que nous avons eues là. Mais je dis prudence pour les mois à venir, d'autant que certains s'attendent qu'à partir du deuxième trimestre, on ait une croissance qui soit légèrement ralentie. Justement, sur ces publications de résultats que vous avez lues et que vous suivez de manière régulière, est-ce que cette notion de prudence est aussi quelque chose qui est peut-être un petit peu plus prise en compte pour cette année 2023 ?
Alors la prudence, elle n'est pas prise en compte véritablement pour 2023, puisque on est toujours optimiste pour l'évolution de cette année-là. Ça a été beaucoup trop vite et beaucoup trop haut dès 2023. Donc notre prudence, elle est essentiellement due à cette accélération de la hausse entre le 1er janvier et le 23 février aujourd'hui, ou le 20 la semaine dernière. C'est surtout de là que vient notre prudence. En revanche, le contexte restera favorable et peut-être, comme on l'a vu, l'effet des banquiers centraux dont on parle depuis des semaines, l'effet sur les résultats des entreprises, dans le comportement des ménages au quotidien, ne se fait ressentir qu'entre 12 et 18 mois plus tard. D'accord. On est en train de s'en approcher. Donc la capacité de faire passer des hausses de prix l'année dernière n'implique pas que ce sera tout aussi facile en 2023 pour le coup. Ce sera moins facile, et je pense que les entreprises ont plusieurs variables d'ajustement qu'elles ont utilisées à chaque fois. Faire de la hausse des prix, pouvoir faire des hausses de salaire, mais pas trop, et pouvoir les étaler dans le temps. Et grâce à cela, elles ont pu maîtriser leurs marges et pouvoir les contenir. On verra en 2023 comment ça va se passer, et les effets que toutes ces décisions qui ne se sont pas produites au même moment se produiront dans les résultats et se verront dans les résultats. Eh bien, il faut attendre vraisemblablement l'issue du deuxième trimestre pour commencer à sentir les effets négatifs de cette hausse des taux. Merci beaucoup Franklin Pichard d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général de Kipling Finance. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart.